Deux choses. Vous savez déjà de quoi on va parler dans cette vidéo, et j'aime beaucoup l'Adeptus Mechanicus. Leur manière, leur mentalité, leur esthétique, Mars, toute l'organisation est très représentative de l'esprit de 40K. Très humain, mais d'une façon franchement bizarre. C'est sombre, glauque et surtout, c'est incroyablement étrange. Bref, du Warhammer 40K dans toute sa splendeur. Pour comprendre l'Adeptus Mechanicus, il faut remonter plusieurs millénaires avant l'an 40 000. À cette époque, le futur empereur-dieu de l'humanité aurait enfermé un dragon à l'intérieur de Mars. Voilà, ça c'est dit, ce petit détail totalement anodin est mentionné, on passe à la suite. Durant l'âge d'or de l'humanité ne s'est pas contentée de coloniser Mars. Elle l'a aussi terraformé. La planète rouge était devenue un véritable monde habitable. Et puis, tout a très mal tourné. Tout a commencé quand les hommes de fer, les intelligences artificielles au service de l'humanité se sont rebellés. La civilisation humaine s'est effondrée un peu partout et Mars est redevenue une planète irradiée et franchement peu accueillante. La planète restait encore technologiquement habitable, mais seulement grâce à des complexes souterrains et des dômes hermétiques. La survie de Mars dépendait alors presque entièrement des quelques techniciens en vie qui faisaient de leur mieux pour empêcher la planète de devenir totalement inhabitable. Toute la culture martienne a fini par changer à cause de cette situation. La technologie en est devenue un objet de vénération, et ceux qui savaient encore la comprendre ou la réparer sont peu à peu devenus ses prêtres. De cette foi est née l'idée d'une divinité omnisciente de la technologie, sobrement appelée le dieu machine. Une entité qui apprécie l'ordre, les machines, et qui semble aussi encourager l'idée de remplacer progressivement chaque morceau de votre corps par du matériel informatique, même ceux auxquels vous tenez particulièrement. Et puis un jour, l'empereur Dieu est finalement venu frapper à la porte de Mars. Les Martiens l'ont alors reconnu comme une incarnation, ou du moins son aspect, du dieu machine qu'ils appellent l'Omni-Messie. Enfin en théorie, parce qu'en pratique c'est un peu plus compliqué que ça. Parfois l'Omni-Messie est simplement un autre nom pour les dieux machines. Parfois c'est une sorte d'envoyé divin, un prophète, et parfois encore c'est carrément autre chose. Beaucoup de technoprêtres affirment que l'empereur est bien l'Omni-Messie, tandis que d'autres préfèrent éviter de trop se prononcer et font juste semblant d'être d'accord, histoire de ne pas créer de problème. Cette espèce de flou artistique permanent autour de leur propre religion est quelque chose qui revient souvent chez le Mechanicus, ou plutôt le Mechanicum, parce qu'à ce moment-là, il ne s'appelait pas encore l'Adeptus Mechanicus. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que leur influence s'est répandue à travers l'humanité pendant la Grande Croisade. À mesure que l'Imperium s'étendait, l'influence du Mechanicum s'étendait lui aussi. L'empereur savait très bien qu'il avait besoin des technoprêtres pour faire tourner son immense empire. Du coup, il leur a accordé une exception très spéciale à sa fameuse règle du pas de religion. Et cet arrangement convenait finalement à tout le monde. Eux pouvaient continuer à vénérer leurs machines tranquillement, et lui, il obtenait toute l'industrie et la technologie dont il avait besoin pour conquérir la galaxie. Et puis est arrivée la grande hérésie d'Horus, et là, tout est parti en vrille. Comme pour les légions de Space Marine et l'armée impériale, la moitié du Mechanicum a choisi le camp du chaos. Mars elle-même est devenue le théâtre d'une véritable guerre civile. Les combats y étaient presque aussi violents que ceux qui faisaient rage sur Terra lorsqu'Horus a lancé son invasion. Mais bon, comme aucun primarque n'était directement impliqué sur Mars, cet épisode n'a évidemment reçu qu'une fraction de l'attention accordée à Terra. Après la fin de l'hérésie et la disparition progressive de tous les primarques, deux choses importantes sont arrivées au Mechanicum. Premièrement, ils ont absorbé toutes les autres organisations scientifiques de l'Imperium. Il y en existait encore quelques-unes à l'époque, même si aucune n'avait vraiment l'influence du Mechanicum. Elles ont donc été rapidement intégrées, ou disons digérées, puis contraintes de suivre les mêmes doctrines techno-religieuses. Deuxièmement, le Mechanicum est officiellement devenu l'Adeptus Mechanicus. Ce changement ne s'est pas fait pour des raisons héroïques ou mystiques, surtout pour des raisons administratives. Et oui, même dans l'Imperium, la bureaucratie finit toujours par gagner. À l'époque du Mechanicum, Mars était techniquement une sorte d'empire allié de l'Imperium plutôt qu'une vraie partie de celui-ci. Mais au fil du temps, l'administration impériale devenait de plus en plus massive, et surtout l'ecclésiarchie gagnait énormément de pouvoir à mesure que le culte de l'empereur se répandait dans toute l'humanité. Dans ce contexte, il devenait nécessaire de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Le Mechanicum voulait être placé au même niveau que les grandes institutions impériales, plutôt que de rester une entité un peu à part. Parce qu'en étant sur le papier extérieur à l'Imperium, il ne pouvait pas agir avec la même liberté que les organisations officiellement reconnues comme des Adeptus. Mais il y avait aussi un autre problème, la question de la loyauté. Le Mechanicum avait lui-même tout un réseau de mondes et de vassaux, et beaucoup ne savaient pas vraiment à qui ils devaient obéir en priorité, au Mechanicum directement ou alors à l'Imperium dans son ensemble. La situation pouvait vite devenir compliquée, et en devenant officiellement un Adeptus,
tout a été réglé d'un coup. Ils faisaient désormais pleinement partie de l'impérium de l'humanité avec un statut clair. Plus de doutes sur leurs allégeances et surtout moins de risques de voir des politiciens impériaux essayer de leur mettre des bâtons dans les roues en profitant du fait qu'ils étaient techniquement des étrangers. Donc, avec ce nouveau statut, les autres responsables politiques de l'Imperium pouvaient désormais avoir un peu plus leur mot à dire dans les affaires du Mechanicus, ce qui évidemment n'était pas forcément la perspective la plus réjouissante pour les prêtres de Mars. Fut arrivé un moment où l'ambassadeur du Mechanicum a littéralement fait entrer un titan dans la salle du Sénat impérial pour aider les discussions à avancer dans la bonne direction. Et bizarrement après ça, le reste du Sénat impérial s'est montré beaucoup plus ouvert à l'idée. C'est donc à partir de là que naît officiellement l'Adeptus Mechanicus tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ici, il y a une vraie interrogation qui est née: de quelle taille fait le Sénat impérial? Parce que s'ils peuvent y faire rentrer un titan pour une réunion, ça doit être un sacré open space. Pour le reste de leur histoire, l'Adeptus Mechanicus poursuit en gros un seul objectif majeur: retrouver et comprendre les technologies que l'humanité a perdues. Et croyez-moi, il y en a énormément à retrouver. À l'époque de son âge d'or, l'humanité possédait une science incroyablement avancée, et surtout répandue partout dans la galaxie. Donc le Mechanicus a du boulot, et il envoie régulièrement des flottes entières explorer l'espace pour remettre la main sur ces anciennes merveilles technologiques. Leur mission, c'est aussi de préserver ce qui existe déjà, et surtout à éviter que ça tombe entre de mauvaises mains. Parfois, cela signifie défendre un monde forge contre des invasions du chaos, ou des orques jusqu'au dernier homme. Et parfois, ça veut aussi dire fournir à un régiment de la garde impériale le strict minimum en termes d'équipement, parce que certains prêtres de Mars préfèrent garder les meilleures reliques pour eux. Après tout, protéger des artefacts sacrés est une excellente excuse quand on a un petit côté radin. Par contre, il y a une chose qui reste quasiment tabou, c'est créer de l'intelligence artificielle. Officiellement, c'est absolument interdit. Ça a mené à la déchéance de l'humanité tout entière. Bien sûr, ça n'empêche pas certains technoprêtres un peu trop curieux d'essayer quand même, et parfois même de s'en tirer pendant un moment. Mais si quelqu'un découvre ce que vous faites, en général, la sanction est immédiate et définitive. Clairement, personne n'a envie de revivre une rébellion de l'intelligence artificielle une nouvelle fois. Dans l'Imperium, le Mechanicus, c'est aussi la seule adresse si vous voulez fabriquer à peu près n'importe quoi. Officiellement, ils n'ont aucun monopole total sur la technologie, mais dans les faits, ils ont un monopole sur presque tout le reste aussi. Prenons un exemple. Peut-être que les transports de marchandises est confié à une autre organisation. Très bien, sauf que le camion utilisé par la compagnie de transport, c'est le Mechanicus qui l'a construit. Et si par hasard, ils n'ont pas fabriqué le véhicule lui-même, alors ils ont probablement produit les pièces utilisées pour les assembler. Et si ce n'est toujours pas le cas, ils entretiennent sûrement les vaisseaux marchands qui transportent les matériaux nécessaires vers la planète où ces pièces sont fabriquées. Bref, d'une manière ou d'une autre, le Mechanicus est toujours quelque part dans la chaîne de production. Tout ça leur donne non seulement un poids énorme dans la politique impériale, mais aussi un autre avantage. Les mondes de l'Adeptus peuvent souvent survivre de manière relativement autonome si jamais ils se retrouvent coupés du reste de l'Imperium pendant un certain temps. Ça veut aussi dire que des gens comme les inquisiteurs ou les commissaires doivent parfois marcher sur des œufs quand ils traitent avec le Mechanicus. Parce que bon, imaginons que vous accusiez un magos local d'être un hérétique. Si vous vous montrez un peu trop enthousiaste dans vos accusations, il y a de fortes chances que le régiment de la garde impériale le plus proche commence soudainement à manquer de livraison d'armes. Le Mechanicus ne dira jamais qu'il vous punit pour ça, pas du tout. Ce sont simplement des erreurs de production, des retards imprévus, des pièces défectueuses. Comme je l'ai dit au tout début, le Mechanicus est vraiment à part dans l'univers de 40K. Prenons les Eldar par exemple, je les aime beaucoup mais si on est honnête 2 minutes, ce sont essentiellement des elfes dans l'espace. Ils ont évidemment plein d'éléments qui les rendent uniques dans le lore, mais au fond, on reste sur une race d'aliens grands et minces avec des oreilles pointues et qui sont très doués pour faire de la magie. Franchement, il n'est pas très difficile de deviner d'où vient l'inspiration. Les technoprêtres, en revanche, sont beaucoup plus originaux. Leur culte de la technologie et la façon presque obsessionnelle avec laquelle ils arrachent leurs propres organes pour les remplacer par des implants, des câbles et des systèmes qui ressemblent parfois à un setup gamer sous stéroïdes, ça c'est quand même assez unique. En plus, ils possèdent certaines des meilleures technologies de tout l'univers de 40K. Si on compare les différentes factions, il n'y a que les Nécrons qui les surpassent complètement dans ce domaine. Techniquement, les ligues de Votann ont aussi un niveau technologique supérieur. Mais les Votann et le Mechanicus puisent en réalité dans la même source, à savoir les reliques de l'âge sombre de la technologie humaine. Les Votann y ont un accès beaucoup plus large et stable, c'est vrai, mais il est presque certain que le Mechanicus garde aussi quelques équivalents particulièrement puissants bien planqués quelque part dans ses archives. Du côté Eldar, leur technologie est un peu plus difficile à comparer parce qu'elle tient souvent autant à de la magie que de la science. Le Mechanicus arrive parfois à reproduire certains effets similaires, mais dans l'ensemble, les Eldar gardent quand même un avantage.
Un autre truc vachement cool avec le Mechanicus, c'est qu'il montre très bien à quel point l'humanité est bizarre et franchement horrible dans l'univers de 40K. On a parfois tendance à l'oublier, mais dans ce setting, l'humanité n'est pas censée être meilleure que les autres. Elle est juste une autre puissance brutale dans une galaxie déjà remplie de monstres. Parfois même Games Workshop semble l'oublier, surtout quand ils sortent des illustrations où Gilliman ressemble presque à une version spatiale de Jésus. Le Mechanicus, lui, ne laisse aucun doute là-dessus. Regardez simplement Belisarius Cawl. Honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment encore dire que c'est un humain? C'est une interrogation qui mérite, je pense, vraiment d'être posée. Les technoprêtres, ils en ont absolument rien à faire de leurs ouvriers. Et il n'est pas rare qu'ils modifient directement les centres émotionnels du cerveau pour devenir, soi-disant, plus logiques. Leur manière de penser est tellement éloignée de nos propres valeurs, mais aussi de celles de beaucoup d'autres impériaux, qu'ils paraissent parfois presque aussi aliens qu'un Eldar ou un Necron, et parfois même davantage. Pour eux, l'humanité est quelque chose dont on peut se débarrasser progressivement, pièce par pièce, au profit de la machine. La lobotomie est une pratique parfaitement normale chez eux puisqu'elle permet d'obtenir une main-d'œuvre un peu plus efficace. Et s'il y a la moindre chance de récupérer une technologie antique, ils ne vont certainement pas s'arrêter à des considérations morales. Une chose est certaine, la technologie, ils la vénèrent et la considèrent comme divine. Ça, c'est un point non négociable. Mais même dans le canon officiel, les détails précis restent souvent assez flous, ce qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Prenez par exemple les esprits de la machine. Dans l'Imperium, on dit qu'ils existent dans presque toutes les machines. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ce sont de véritables intelligences artificielles capables de penser et d'avoir une sorte de personnalité? Ou bien simplement les restes fragmentés et corrompus des anciennes IA de l'âge sombre de la technologie? Ou alors, se pourrait-il qu'ils n'existent même pas vraiment? Peut-être que tous les rituels pour apaiser l'esprit de la machine sont juste des procédures d'entretien normales, sauf qu'au lieu de suivre un manuel technique, on ajoute de l'encens et quelques prières à chaque étape. À moins que ce soit réellement des esprits, qui demandent louange et dévotion, parce que sinon votre fusil pourrait décider de s'enrayer au pire moment, et votre vaisseau pourrait très bien faire une crise existentielle tout simplement parce que vous avez appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment. Dans tous les cas, un autre point positif à souligner chez le Mechanicus, c'est à quel point il est indispensable à la survie de l'Imperium. Sans les technoprêtres, l'Imperium ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Il perdrait l'accès à presque toutes ses ressources matérielles, et soyons honnêtes, enlever les armes à la garde impériale, c'est un peu la seule chose qui la rend vraiment utile sur un champ de bataille. Balancer des millions de soldats contre les tyrannides sans leur donner de fusil, c'est surtout une excellente façon de nourrir une flotte ruche. La marine impériale finirait lentement par tomber en ruine faute d'entretien, et même les Space Marines auraient énormément de mal à maintenir leur équipement en état. Bon, peut-être que les Salamanders s'en sortiraient un peu mieux que les autres, vu qu'ils savent eux-mêmes fabriquer et entretiennent pas mal de choses, mais ça reste un seul chapitre sur un millier. Bref, si le Mechanicus disparaissait, l'Imperium ne mettrait pas longtemps avant de s'effondrer. En revanche, eux pourraient probablement survivre seuls pendant un certain temps, puisqu'ils contrôlent leur propre industrie et savent fabriquer tout ce dont ils ont besoin pour se défendre. Cette position leur donne une énorme influence politique, car personne ne veut vraiment se mettre Mars à dos. Mais si on est honnête, ils perdraient aussi une des raisons principales pour lesquelles le Mechanicus et Mars tient toujours debout au 41e millénaire, la défense de l'Imperium de l'humanité qui les garde bien au chaud de toutes les menaces terrifiantes de la galaxie. Ils ont beau posséder toutes les technologies de l'humanité, ils n'ont cependant pas la force brute pour se défendre contre une vague orque entière ou d'une gigantesque invasion de tyrannides. C'est donc un contrat qui arrange tout le monde. Un autre point intéressant, le Mechanicus n'a pas un contrôle total sur la technologie contrairement à ce qu'il pense. Vous vous souvenez du dragon que l'empereur aurait enfermé sous Mars? Beaucoup pensent qu'il s'agirait en réalité d'un Cthane, plus précisément un fragment du Void Dragon, une entité liée au contrôle des machines. Si cette théorie est vraie, ce qui reste encore incertain dans le lore, alors la faction la plus obsédée par la technologie aurait littéralement un dieu des machines aliens prisonnier sous sa planète capitale. Et s'il venait à se libérer, il pourrait très bien reprendre le contrôle de toutes les précieuses machines. Certains vont même jusqu'à penser que ce dragon pourrait être à l'origine du mythe du dieu machine ou de l'omni-messie. Rien n'est confirmé à 100%, mais le fait que des Necrons aient déjà lancé des attaques suicides sur Mars pour atteindre quelque chose sous la surface laisse quand même planer un sérieux doute. En parlant du dieu machine et de ses esprits, rien ne prouve vraiment qu'ils existent, contrairement au dieu du chaos par exemple. Le dieu machine n'a pratiquement jamais montré de signes clairs d'intention. Même les Tau ont fini par avoir une sorte d'entité liée au bien suprême,
alors que le dieu machine reste totalement mystérieux. Quant aux esprits de la machine, leur nature reste tout aussi floue. Cette ambiguïté laisse beaucoup sa place aux théories et aux interprétations. Certains imaginent par exemple que le dieu machine pourrait être une intelligence artificielle extrêmement ancienne et puissante, cachée quelque part dans la galaxie. Mais pour ceux qui préfèrent alors avec des réponses claires, c'est plutôt frustrant, parce que le Mechanicus pourrait très bien se tromper complètement dans ses croyances. Et si leur dieu se révélait finalement être une entité Nécron ou quelque chose de similaire, cela rendrait toute la religion assez ironique, ce qui ne serait pas forcément la révélation la plus glorieuse pour la faction. Voilà pour les bases du Mechanicus. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'être resté avec moi. Si jamais l'idée de remplacer vos organes progressivement par des câbles et des pistons vous semble raisonnable, alors les portes de Mars vous sont ouvertes. Loué soit le dieu machine, et que l'Omni-Messie guide vos systèmes.